Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Tamara Fontaine, je suis technicienne en radiologie à 50% dans la pratique à la clinique de Lunelier, avec une référence en scénologie, donc tout ce qui concerne le sein, et 50% ici même à la filière en tant qu'adjointe scientifique, assistante. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Du tout. Donc juste jeune, n'est-ce pas? Normalement une assistante. Mais ça va, merci. C'est pas grave, c'est pas grave. On y va. Donc juste pour définir le contexte, on m'a demandé de participer à cette thématique aujourd'hui pour parler de la sexualité et de l'intimité dans le milieu de la radiologie. Donc ma présentation aujourd'hui, c'est pas une étude poussée sur 10 ans et avec le résultat aujourd'hui, c'est plutôt, j'ai fait une récolte de données avec une récolte de situations retrouvées dans la pratique que je vais mettre en lien avec les articles que j'ai pu retrouver, les maigres articles que j'ai pu retrouver dans la radiologie, et vous définir un peu dans quel contexte en radiologie on peut être confronté en fait à la sexualité et l'intimité, et quelles sont les implications sur la relation patient-TRM, et puis comment en tant que TRM on peut s'y préparer au mieux, et est-ce qu'on peut vraiment s'y préparer. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre ou à lever la main. Oui, parce que des fois j'ai mis mon matos, c'est pas là apparemment. C'est pas grave. Je te laisse en la clé, j'ai mis les choses là. Merci. Donc, vous me dites si vous ne m'entendez pas. Au programme, je vais d'abord vous définir le contexte, les examens radiologiques de manière générale, un petit peu définir dans quelle situation on peut être confronté à la sexualité et l'intimité du patient. Ensuite, je vais vous donner des exemples par situation dans la pratique et puis les mettre directement en confrontation avec la littérature. Ensuite, je vous parlerai de la formation théorique et pratique. Et je terminerai par des questionnements autour de quel comportement adopter, à quoi faut-il être attentif et comment s'y préparer en tant que TRM. Donc vraiment dans notre filière, mais je pense que ça peut se transposer par rapport à d'autres filières. Voilà. Avant même de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question. Déjà, la toute première question, c'est ça. C'est quoi un TRM? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est juste. C'est un technicien. Qu'est-ce qu'il fait? Ah! Je fais physio maintenant. D'accord. Mais quel est son travail? Est-ce que vous avez des notions ou est-ce que vous pouvez me dire quelques notions de votre représentation? C'est pas un jugement ni quoi que ce soit. Technicien, ça veut dire qu'il répare avec l'autonomie. La prise de repère avant les clichés, oui. On peut lier au positionnement, ouais, tout à fait. Ok. Est-ce que je peux savoir aussi combien il y a de techniciens en radiologie ici même? Ok. Étudiants, TRM? Aucun. Donc c'est exactement pour cette raison-là que je vais vous définir un petit peu les contextes, parce que ça reste un métier qui est très mystérieux. On ne sait pas vraiment en quoi consiste le métier de TRM, qu'est-ce qu'il fait en fait dans sa salle toute sombre. Et puis je voulais, avec une petite touche d'humour, vous montrer un peu les représentations du métier. Je vous laisse le découvrir un petit peu. Est-ce que ça correspond un petit peu à vos représentations? Oui? Non? Tout est dit? Oui, en effet, par rapport aux représentations des étudiants, on peut croire que c'est un métier qui rapporte de l'argent. Par rapport aux représentations des infirmières, c'est un petit peu surjoué, hein, mais on appuie sur des boutons, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Par rapport à notre famille et nos amis, on est en surprotection parce qu'il y a des radiations.
Pour les patients, on est beaucoup confondu en fait avec les médecins. Et puis, nous, des fois, on se considère comme des super-héros avec nos rayons X. Et puis, la réalité, c'est pas forcément ça. Voilà, c'était pour vous montrer. Ok, donc, juste vous donner une définition de la profession. Donc, c'est le ou la technicienne en radiologie médicale exerce une profession dite médico-technique, associant performance technique et relations humaines. J'insiste sur relations humaines. Cette profession est constituée de 3 grandes disciplines, le radiodiagnostic, la médecine nucléaire et la radio-oncologie. Pardon, j'avais oublié de copier. Donc ici, je vous ai listé en fait... j'ai réfléchi, je me suis dit dans quel contexte en radiologie on peut être confronté à la sexualité et l'intimité du patient, et j'en ai fait toute une liste. Je ne vais pas vous l'expliciter dans les moindres détails, je vais juste vous donner un petit peu les titres. Donc on peut retrouver au scanner, dans les examens du scanner, ou dans les protocoles liés au scanner, à l'IRM, en mammographie, en échographie, en radiographie, en médecine nucléaire, en radiologie interventionnelle aussi, qui consiste en fait soit par biopsie ou soit par visite thérapeutique. Et ça peut se retrouver au scanner, à l'IRM, en mammographie, en échographie et radiographie également. Et la radiothérapie. Donc, par rapport au contexte, je vais plutôt vous les imager. Ici, ce que vous pouvez voir sur votre gauche, c'est une antenne IRM prostatique. Donc en fait, on utilise cette antenne pour visualiser la prostate, donc elle est administrée par voie endorectale. À ce moment-là, la partie qui est en caoutchouc ici, elle est gonflée à l'aide de ce petit robinet à l'intérieur du patient par du produit de contraste qui va prendre la taille à peu près d'un citron. Bon citron. Pour coller... en fait, le but c'est quoi? C'est de coller au maximum au niveau de la prostate et pouvoir bien l'imager. À partir de là, vous avez un câble qui va être relié à un boîtier qui va permettre de visualiser justement ces images-là. Parce qu'à l'intérieur de ce caoutchouc-là, on a des détecteurs qui nous permettent de prendre les images. Il faut savoir juste quelque chose qui est très important, c'est que durant cet examen, il y a la nécessité de... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a la nécessité de garder en place cette sonde, donc on va la fixer pendant la durée de tout l'examen. Donc ça va durer à peu près 1 heure de temps. Voilà. Ensuite, on a sur votre droite la sonde endocavitaire pour l'échographie, qui dit cavité, donc qui nous permet de visualiser soit par échographie, par exemple endovaginale, soit par échographie prostatique, donc par voie rectale, l'organe cible et être au plus proche de l'organe pour le visualiser. Et ensuite, je vais vous parler de la sonde à lavement, endorectale avec ballonnet pour scanner. C'est une sonde ici avec un petit ballonnet qu'on va gonfler d'air. Là, en l'occurrence, sur l'image, il y a de l'eau, mais c'est faux. On gonfle avec une petite pompe pour que ça soit bien maintenu à l'intérieur du patient et on va administrer à peu près 1 litre d'eau diluée dans du contraste qui nous permet de pacifier les voies digestives. Donc, je voulais juste vous montrer ces images pour que vous preniez conscience de l'intrusion qu'on peut avoir à l'intérieur du corps d'un patient. Et aussi un contexte qui est bien spécifique en radiologie, c'est qu'on nous on voit les patients très peu. Donc on a un contact, une prise en charge qui est très rapide. Donc la relation avec le patient et puis la relation de confiance avec lui, elle doit s'établir très rapidement en vue de ce qu'on va devoir lui faire. Voilà. Je vais vous parler aussi de 2 autres examens, la défécographie. Est-ce que vous avez une notion de cet examen? Ça vous parle? Pas du tout? Un petit peu? Le nom, peut-être. Hein. Voilà. La défécographie, ça consiste à suivre par scopie ou radiographie l'évacuation des selles. C'est pour visualiser tout ce qui est pathologie liée au sphincter. Donc pour ça, on va faire une consistance très proche des selles avec du contraste, qui s'appelle de la barite, qu'on va justement administrer par voie rectale. Ensuite, la personne va se mettre en position face
au pupitre de commande et le radiologue et le technicien vont pouvoir communiquer et voir visuellement aussi. Il y a un contact visuel en lui donnant certains ordres pour évacuer en direct, si je peux dire. Donc c'est un examen qui est très intrusif par rapport à l'intimité et puis par rapport aussi à la sexualité. C'est quelque chose aussi qu'on a l'habitude de faire seul. Donc je ne vous parle pas de sexualité en soi, mais plutôt d'intimité dans ce cas-là. Et puis là, on se met un peu complètement à nu face aux techniciens et aux professionnels de la santé qu'on a en face. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les patients de manière générale. On a la mammographie, je pense que vous connaissez tous à peu près le principe en tout cas. Donc ça consiste à étaler la glande mammaire à l'aide d'une palette de compression. Et il y a un contact qui est très marqué et qui est très spécifique en mammographie parce que la personne, on la voit quelques secondes en salle d'attente, on lui dit bonjour, ensuite on la prend en charge et on lui demande de se mettre à nu. On lui manipule le sein, on ne la connaît pas du tout et il y a une prise en charge qui est bien spécifique en mammographie. Et on est seul avec la patiente, donc c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité assez fort. D'ailleurs, je vais vous parler de Cécile Estival. Je préfère mes notes que ce Donc Cécile Estival, qui a un doctorat en anthropologie, elle a écrit un article issu de sa thèse qui s'intitule « L'incidence de l'imagerie médicale sur la pudeur dans la relation patient-soignant ». C'est un des seuls articles que j'ai pu retrouver dans le contexte TRM et intimité et sexualité. Cécile Estival, d'ailleurs, elle décrit un contact physique très marqué entre le TRM et le patient en mammographie. Donc voilà pour ouvrir le sujet par rapport à Cécile Estival que je vous parlerai plus tard. La médecine nucléaire, c'est un examen qu'on appelle la lymphoscintigraphie qui consiste à injecter un produit radioactif autour du mamelon qui va, dans le cadre d'un cancer du sein juste avant l'opération, ce produit radioactif va être, comment je pourrais vous expliquer ça, va permettre de voir le premier ganglion relais qui va drainer la tumeur. Donc, exactement, ça s'appelle lymphoscintigraphie ou recherche de ganglions sentinelles. À ce moment-là, donc, la patiente est mise sous la gamma caméra, donc c'est cet appareil qui est ici, qui permet de visualiser justement ce premier ganglion relais en vue de l'opération. Ensuite, je vous parle juste encore d'un contexte en radiologie, c'est la prise en charge en radiothérapie, qui est un petit peu différente de la prise en charge en radiodiagnostic, parce que le patient est vu plusieurs fois, contrairement au radiodiagnostic, on ne le voit qu'une seule fois et en principe, il ne revient pas. Là, la prise en charge, elle est différente parce que le patient lui-même va revenir entre 20 et 30 fois pour son examen, et ça tous les jours. Donc il y aura une relation qui va petit à petit s'installer entre les techniciens en radiothérapie et le patient. Il y a quelque chose aussi bien spécifique en radiologie de manière générale, c'est la nudité. En effet, pour beaucoup d'examens, on doit mettre à nu le patient, et là, en l'occurrence, la région à investiguer, comme par exemple ici, pour le traitement d'un cancer de la prostate, où le patient doit être dénudé et positionné. Il y a aussi quelque chose en radiothérapie qui est bien spécifique, c'est souvent un examen, enfin un traitement plutôt, qui est fait après une chirurgie. Donc, après une chirurgie, il y a quand même un organe ou une partie du corps qui a été enlevée, et il y a ce rapport au corps que le patient lui-même doit accepter. Donc juste après cette chirurgie vient la radiothérapie. Donc on peut aussi se poser la question, c'est pas une étude, mais on pourrait se poser la question, comment est ce rapport au corps par rapport à la personne? Est-ce qu'elle a des difficultés à montrer en fait sa partie qui a été abîmée soit par la chimiothérapie et la chirurgie et ou la chirurgie? Comme par exemple ici, je vous ai mis juste une image pour montrer l'importance du rapport au corps juste après l'opération, et que le patient se retrouve en radiothérapie à montrer ce corps-là tous les jours à quelqu'un qui ne connaît pas au préalable. Là, je me suis aussi posé la question par rapport à la visualisation. Comme vous pouvez voir ici sur cette image pour le traitement du cancer du sein, on a des... Je suis désolée, mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est à cause de ma souris. Pardon. On a ici... les techniciennes en radiologie sur l'image qui visualisent et qui se centralisent sur la région investiguée,
qui est une région justement qui a été traitée, qui a été opérée, on peut se poser aussi la question de ce contact visuel très prononcé par rapport à ce traitement, comment pourraient percevoir en fait les patients cette visualisation bien centralisée sur la région. Voilà. Donc, Cécile Estival, que je vous ai parlé tout à l'heure, elle s'est questionnée si les patients y percevaient de la gêne à ce qu'on voit l'intérieur de leur corps. En effet, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir eux-mêmes. Donc elle s'est posé la question s'ils avaient de la pudeur à que les techniciens en radiologie voient l'intérieur de ce corps. Et puis aussi si les techniciens eux-mêmes avaient de la gêne à percevoir justement ce genre d'image. Par rapport aux résultats, il n'a pas été retrouvé que les patients aient de la gêne à qu'on visualise ces images-là. Au contraire, ils avaient plutôt de l'intérêt, voire de la curiosité à connaître l'intérieur de leur corps. Et par rapport au TRM, il n'a pas été démontré que les TRM percevaient de la gêne à visualiser ces images, tout simplement parce que du moment où ils regardent cette image-là, ils voient un corps asexué, c'est-à-dire qu'ils se concentrent simplement sur l'organe qui est visualisé et non plus sur une personne de manière générale. Voilà. Donc par rapport à ça, je vais vous montrer quelques images de ce qu'on peut voir lors de l'intime en radiologie. Donc basique, une mammographie, donc le sein d'une patiente. On peut voir aussi, en plus d'une radiographie du bassin et de la prothèse de la hanche, le pénis de l'homme. Et ici, c'est une coupe sagittale d'une IRM pelvienne, donc coupe sagittale qui veut dire qu'elle a été coupée de cette manière-là, où on peut voir justement le pénis, les testicules, la prostate, la vessie, tout ce qui est voie digestive également. Et puis, petit aparté juste pour la radiologie, on peut voir aussi toutes sortes de choses par rapport à des pratiques sexuelles. Qui dit cavité dit qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur et visualiser ce genre d'image. Voilà, je vous ai mis quelque chose de soft. Hein. Bien pire. Voilà. Donc, non mais ça va. Hein. Donc, je vais commencer par mes situations et puis à la fin, au fur et à mesure, je vais les mettre en relation avec les articles. Donc le cas numéro 1, c'est un patient de 16 ans accompagné de sa maman et d'une TRM femme de 45 ans. Le type d'examen, c'est un scanner abdominal. Donc lors de la prise en charge, la technicienne prend la maman et le patient de 16 ans, les met en cabine et commence à expliquer la procédure. Au préalable, il a été demandé un protocole au médecin radiologue qui a demandé un lavement, donc cette fameuse petite canule que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour ce faire, donc, elle lui explique la procédure et là, la réaction du patient de 16 ans dit de manière assez brusque « Ah, mais en fait, c'est comme si on me violait ». À ce moment-là, la technicienne a un petit peu été choquée par son propos et elle a décidé d'aller discuter avec la radiologue. Il y a eu un échange et une discussion entre radiologue et TRM et ils ont décidé de ne pas effectuer ce lavement par rapport au propos qui a été un petit peu brut comme ça du patient lui-même. Pour autant que les images pouvaient sans contraste nous montrer les informations nécessaires. S'il aurait dû, en l'occurrence ça a été parfait, donc il n'a pas été nécessaire de faire le lavement. Par rapport à ça, on peut se poser quand même 2-3 petites questions. Par rapport à la réaction du patient, c'est vrai qu'en radiologie de manière générale, au scanner, souvent les patients ou même les gens, monsieur et madame, tout le monde, quand ils viennent faire un scanner, ils voient Dr House, donc ils voient une espèce de petit tunnel, ils vont passer 2-3 fois à l'intérieur et puis ils vont partir. En aucun cas, ils s'imaginent avoir un lavement. Et souvent, il y a un grand effet de surprise par rapport à cette histoire de lavement. Mais par rapport à la réaction du patient lui-même de 16 ans, quand il a répondu, en fait, c'est comme si on me violait, on peut se poser la question, c'est très spécifique en fait cette réaction. Donc on peut se poser la question déjà, s'il n'a pas vécu ou subi des viols au préalable, et puis de manière générale, les patients ne disent pas forcément ce qu'ils ressentent, surtout avec le temps qu'on a à disposition avec eux, c'est-à-dire 15 minutes par examen, par exemple pour un protocole de scanner. On peut se poser la question s'ils ne ressentent pas les choses, mais ils ne nous le disent tout simplement pas. À titre juste informatique, j'ai reçu cette information hier, c'est dommage, je n'ai pas pu l'intégrer dans le PowerPoint, mais une collègue aussi m'a fait part d'une réaction d'un patient par rapport à une IRM, dans ce cas-là où on devait mettre du gel endorectal.
et la patiente refusait, enfin, elle était vraiment pas à l'aise avec ce protocole-là, et au bout d'un moment, ma collègue technicienne lui a poussé un petit peu le raisonnement, en lui demandant pour quelles raisons elle était si mal à l'aise, etc. C'est là où elle lui a dit qu'elle avait subi justement une agression, et c'est pour cette raison-là qu'elle ne voulait pas avoir de gel. J'ai réagi par rapport à ça parce que j'ai fait de l'IRM et on faisait notamment des déféco-IRM, donc oui. Une défécographie mais allongée avec du gel au niveau rectal et vaginal. Si quelqu'un nous disait qu'il ne voulait pas, on n'avait pas du tout à entrer dans son intimité et lui demander pourquoi il ne voulait pas. C'est pas notre rôle du tout. Tout à fait, on n'est pas psychologue, on n'est pas là pour ça. Voilà. Après, si on peut l'orienter dans le sens où, écoutez, essayez de voir ce qui vous pose problème et tout ça, mais on n'a en aucun cas à lui demander pour quelle raison. Je suis d'accord. Après, dans la situation qu'on m'a fait part hier, c'était une situation qui était très spécifique, c'est-à-dire que le gel endorectal était absolument nécessaire pour visualiser sa pathologie en elle-même. Et face à ce refus-là, en fait, la technicienne est revenue vers la patiente pour lui demander juste la raison. Et c'est là où, en fait, elle s'est sentie en confiance et elle a décidé d'expliquer ça à ma collègue. En aucun cas, c'était une obligation et la nécessité de tout connaître du patient. Nous, on n'est pas non plus dans ce niveau-là. Oui. Là, les deux situations que vous avez présentées, c'est des patients ambulatoires? Oui, c'est des patients ambulatoires. Par rapport à ce cas numéro 1. Je me posais la question, du coup, pourquoi il n'y avait pas de... Typiquement, si là vous êtes pris au dépourvu, vous avez un certain temps aussi pour exactement. Pourquoi ça ne serait pas discuté aussi dans le cadre d'une hospitalisation, en amont, ça peut être un travail tout à fait. Aussi. Si on a des informations aussi pour pouvoir en parler, que les gens ne soient pas pris au dépourvu à la dernière minute, et qu'on puisse en discuter, et que ça ne retarde pas aussi tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en radiologie, à peu près, enfin, je vais parler seulement pour mon secteur là, bien précisément, peut-être au chiffre, les chiffres sont différents, mais 80% des gens sont ambulatoires. Donc, il n'y a pas de préparation au préalable. Après, les 20% qui restent, il peut y avoir des échanges, mais les gens, ils viennent spécifiquement pour leur examen radiologique, et après, ils repartent dans leur service. Donc c'est vrai qu'on a peu d'échanges aussi, à défaut aussi, ça serait très intéressant d'en avoir avec le corps infirmier par exemple. Ou bien... Et même les patients ambulatoires, ils reçoivent forcément un courrier du coup, ils reçoivent pas d'informations spécifiques par rapport aux examens. Alors souvent, ils ont une explication de leur médecin traitant, qui est très brève, et après ils ont un bon radiologique. Donc ils vont téléphoner pour prendre rendez-vous pour leur examen, et quand ils vont arriver, c'est nous, techniciens, qui allons leur expliquer la procédure. Donc ils le découvrent. Est-ce que ce serait au rôle du médecin traitant qui prescrit l'examen aussi de lui dire, comme alors, médecin censé connaître tout à fait, ça serait bien. Mais après, ils ont des notions qui sont assez, je dirais pas sommaires, mais l'utilité du scanner, oui, ils pourront l'expliquer, ou l'utilité de l'IRM, pourquoi on irait plutôt faire une radio plutôt qu'une ultrason, par exemple. Ça, je pense qu'ils ont cette notion-là, mais après, dans les protocoles eux-mêmes, je ne suis pas sûre qu'ils aient autant de notions par rapport au lavement, au genre de choses. Après, par expérience, je trouve que les radiologues, au niveau du scanner notamment, c'est un peu le protocole, on met des lavements à tout le monde, et puis on se rend compte que quand on n'en met pas, parce qu'il y a quelqu'un qui réagit contre, ce que je pourrais tout à fait comprendre, et que moi je ne forçais pas du tout les gens à accepter, ça allait très bien sans. Finalement, on voyait assez de choses sans. Alors, est-ce que c'est vraiment pertinent de le demander à chaque fois ou pas? J'ai l'impression, surtout que c'est souvent, c'est pas les radiologues qui vont aller dire aux patients, maintenant je vais lui mettre une sonde et puis je vais lui mettre. Exactement. Donc, c'est ce à quoi on se retrouve confronté aussi. Après, on sait très bien qu'il y a certains protocoles, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais comme les recherches de diverticulites, où là, on est obligé d'avoir un contraste positif pour voir justement les diverticules à l'intérieur du côlon, où là, c'est pas discutable. Après, voilà, une recherche d'appendicite, etc., un patient maigre où on ne voit pas. Vous voyez, quand il y a un patient qui est quand même assez corpulent, on va pouvoir voir certaines choses, mais quand un patient est très très fin, on a tout le système digestif qui est un petit peu collé, et là, le lavement pourrait être nécessaire. Ça, c'est des indications que les radiologues ont leur formation, et nous, en tant que techniciens, on peut échanger, on peut discuter avec eux, mais le mot final vient de leur part, en fait, à quelque part. Ils demandent du lavement sans avoir vu le patient. Exact. Justement, si c'est quelqu'un qui est bien corpulent, avec pas mal de graisse intra-abdominale, on s'imagine, parce qu'on a le phénotype,
Si vous voyez juste le patient avant de demander le lavement, dans la plupart des cas, ça serait utile. Tout à fait. Après, c'est quelque chose que, par expérience aussi, pour l'avoir vécu, quand on est confronté à ce genre de situation-là, on peut très bien intervenir, leur dire bah, écoutez, là c'est pas possible, c'est un patient qui est gravataire, je suis pas sûre que le lavement tienne déjà de premier abord, donc l'utilité à ce lavement est pas forcément, est un peu controversée. À ce moment-là, on peut justifier, et si on a un échange et une confiance entre technicien et radiologue, à ce moment-là, la discussion est plus ouverte, je trouve aussi. Voilà. Je vais passer au cas numéro 2. Donc, cas numéro 2, donc c'est un patient de 63 ans et un TRM homme de 40 ans. Donc, le type d'examen, c'est l'IRM prostatique avec le toucher rectal au préalable, c'est un acte médical délégué, et une pose d'une antenne endorectale. Donc, la situation, c'est un patient donc, qui vient pour faire son examen, il est pris en charge, il est mis dans sa cabine, et là, il y a explication à chaque fois de la procédure. À ce moment-là, après toutes les explications, la durée, le technicien lui-même commence à lui expliquer l'introduction de la sonde, comment ça se passe, pour quelles raisons on fait aussi ce genre de geste. On doit avoir un peu son accord oral aussi d'avoir ce genre de choses. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une notion, on pose ces questions-là. Et lors de l'introduction de la sonde, la réaction du patient a été assez choquante pour le technicien qui dit « je suis homosexuel, donc il y a largement de la place, ça me fera pas mal, bien au contraire ». À ce moment-là, le technicien, avec un petit peu de surprise, l'a laissé se changer et il est allé en fait vers sa collègue TRM femme pour le jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en radiologie, pas partout, mais en IRM, il y a souvent deux collègues qui travaillent ensemble sur la même machine. Il y en a un qui est souvent au pupitre de commande et l'autre qui prépare le patient et qui l'installe. Et puis après, à tour de rôle, c'est échangé en fonction des examens suivants. Et en l'occurrence, en entendant ça, la collègue technicienne femme lui a proposé un échange, une rocade, de lui dire bah, écoute, je vois que ça va être difficile pour toi, je pense que c'est bien qu'on échange les rôles, c'est-à-dire que toi tu viennes au pupitre de commande, tu commences à faire l'examen, et moi je m'occupe de tout ce qui est préparation du patient. Malgré cette rocade, le patient a quand même continué avec des petites remarques, donc allez-y franchement, il n'y a pas de souci, ça me fera pas mal, ce genre de choses. Mais la technicienne, ça ne lui évoquait pas et ça ne lui provoquait pas de gêne en soi, donc elle a continué simplement sa procédure, tout en informant le patient, etc. Et au final, le patient a arrêté de faire ce genre de commentaires. Donc voilà pour la situation qui s'est terminée comme ça. J'ai mis ensemble le cas 1 et le cas 2. Pourquoi? Parce que je l'ai intitulé « Trouver une solution ensemble ». En effet, par rapport à ça, on voit que dans le premier cas, on a eu un changement de protocole qui a été fait entre TRM et radiologue grâce à la communication entre soignants. Et puis dans le deuxième cas, en fait, j'ai trouvé aussi intéressant de la discussion qu'il y a eu entre le TRM femme et le TRM homme, qui a permis un échange et qui a permis de faire l'examen. Donc par rapport à ces deux situations, je voulais juste vous parler de Alix Heiniger qui a réalisé en 2014 un mémoire de maîtrise en médecine à l'UNIL sur l'intimité et la sexualité des patients. Elle a décrit dans son étude des réactions inconscientes et conscientes que les soignants adoptent face à l'intimité et la sexualité du patient, donc les soignants de manière générale, pas que les techniciens. Et puis dans cette réflexion-là, elle a parlé de 3 types de réactions par rapport à la communication qu'elle a classées. Donc elle a classé colloque, décider d'une attitude commune, les conseils et les critiques, et le partage et le débriefing. Et puis j'ai pu les mettre en lien avec ce qu'on peut retrouver aussi en radiologie et dans ces deux cas, parce que par rapport au colloque, décider d'une attitude commune, c'était pas un colloque en soi, mais entre le technicien et le radiologue, il y a eu un échange qui a permis de faire qu'il y a une attitude commune de ne pas faire le lavement. Et puis par rapport au conseil et critique, le conseil a été fait par rapport à la technicienne qui lui a dit au TRM, voilà, je pense que ce serait judicieux qu'on change de place. Et le partage et débriefing, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en radiologie, peut-être un peu moins le colloque. Je pense que les soins infirmiers sont plus habitués à ce genre de choses-là. Mais par rapport au partage et débriefing, c'est quelque chose qui nous permet en fait peut-être d'évacuer certaines émotions ou ce genre de choses. Ok, le cas numéro 3. Donc la situation, c'est une patiente venant du Moyen-Orient
de 55 ans, accompagnée d'une famille nombreuse et d'un TRM femme, d'une technicienne de 30 ans. L'examen, c'était une mammographie qui a été demandée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme en question était totalement voilée. Et puis, elle était accompagnée de toute sa famille. Quand l'examen a commencé, le mari est venu avec toute la famille dans la salle de mammographie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hommes dans la salle. À ce moment-là, les hommes sont partis et il ne restait plus que les femmes. Donc il y avait à peu près 8 femmes dans la salle de mammographie. Cette femme-là, ne parlant pas français et très très peu anglais, il a fallu jouer sur les mimes et puis quelques mots en anglais. Pour des questions de radioprotection, la technicienne, elle a proposé simplement de demander que toutes les autres femmes partent et qu'elles se retrouvent seules avec la patiente. Après discussion, ils ont compris et ils sont partis. La femme voilée ne désirant pas du tout se faire déshabiller en aucun cas, il y a dû avoir une négociation. La technicienne a dû justifier, expliquer pourquoi, avec des mimes aussi, et puis en anglais, ce qui était une communication qui était très difficile. Pour quelles raisons, en fait, il faut se mettre à nu pour la mammographie, ce qu'elle a fini par accepter, tout en laissant d'abord son soutien-gorge, après il y a eu son soutien-gorge, et à partir de là, elle a mis ses mains dessus, tout en disant qu'elle ne voulait pas se faire toucher. C'était elle qui allait positionner son sein. À partir de là, la technicienne a une réaction qui est très judicieuse à mon avis, qui s'est excusée. Elle s'est excusée de la gêne occasionnée, parce qu'on voit que l'intimité de l'un n'est pas forcément l'intimité de l'autre, et par rapport à la pudeur aussi. Donc la technicienne s'est excusée de la gêne, et elle lui a expliqué pourquoi elle devait faire la manipulation de son sein, et pour quelles raisons. À ce moment-là, la patiente a fini par accepter, et elle a pu faire ces 4 images. La première image était très crispée et très tendue, et puis au fur et à mesure des images, elle s'est un petit peu détendue avec un peu de douceur, du non-verbal, des sourires aussi. Ça a permis de détendre l'atmosphère et la patiente a été très contente et l'a fortement remerciée à la fin de l'examen et à l'installation en échographie mammaire. Voilà. Par rapport à cette situation, et bien évidemment, la technicienne a ensuite expliqué à ses collègues comment elle s'en est sortie par rapport à cet examen-là. Ici, je vous ai juste mis en lien avec cette situation-là. Une étude irlandaise de 2008 qui s'est posé la question par rapport à la préférence de la femme quant au sexe du TRM pour faire la mammographie. On peut voir que 60% des cas, les femmes qui ont été questionnées ont préféré des femmes, 3% des hommes et puis 37% environ que ça leur était complètement égal. On a les réactions par rapport à l'idée qu'un homme TRM puisse réaliser la mammographie. On a de l'embarras à 41%, pas de réaction à 34%, surprise à 30%, contrarié à 5%, il y a 2% de colère et puis quand même 1,2% qu'ils ont trouvé ça agréable. Oui ? Par rapport à l'échographie de la dame d'avant, du cas 3, du coup c'était une doctoresse qui lui a fait l'échographie ? Tout à fait. Quand on a ce cas de figure avec une famille, on essaye de privilégier les femmes parce qu'on sait... C'est pas toujours possible, il n'y a que des radiologues. Exactement. On sait par avance que c'est une exigence. Donc à ce moment-là, on essaye d'organiser que ce soit une technicienne et une radiologue femme. Donc voilà, je vais vous parler du cas 4. Donc un patient de 65 ans et une TRM de 28 ans. Le type d'examen, c'était une angiographie cardiaque. Et lors de la procédure, la technicienne a dû passer à la préparation qui était le rasage du pubis du patient. Et à ce moment-là, le patient a eu une réaction et une érection. Donc, par rapport à ça, il a été très gêné. Il a dit « Je suis désolé, je suis hyper gêné, je comprends pas, vous pourriez être ma fille. » Et tout rouge et hyper simple. Très très gênant. La technicienne elle-même a été doublement gênée, elle est devenue toute rouge et puis elle a dit c'est pas grave, ça peut arriver. Elle s'est empressée de finir son rasage et puis ensuite elle a dit je vais vous laisser un petit instant et comme ça vous pourrez reprendre un peu vos esprits et je reviens dans quelques minutes pour terminer la procédure. Donc on voit qu'il y a eu un TRM gêné, on voit qu'il y a eu aussi un patient gêné et puis par rapport à ça, la discussion entre les deux et puis aussi la distance physique, le fait qu'elle se soit éloignée un moment, ça a permis aussi d'apaiser cette situation un peu difficile à vivre.
Donc j'ai mis en relation le cas 3 et le cas 4 ensemble, en l'intitulant communication avec le patient lors des soins. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre en relation le cas 3 et 4 avec le sentiment déjà de gêne du patient occasionné par la situation, comme on peut voir pour la dame avec sa mammographie qui était très gênée, et le patient aussi avec l'érection qui était très gêné aussi. Et puis on peut voir que il y a eu aussi une communication par rapport à ces situations-là. La technicienne elle-même, par rapport à la mammographie, a pu s'exprimer difficilement, mais elle s'est exprimée par du verbal, du non-verbal aussi, pour effectuer son examen. Et par rapport à la situation numéro 4 qui était avec l'érection du patient, on voit aussi que la discussion entre le soignant et le patient était importante aussi pour pouvoir diminuer la gêne. Par rapport à ça, donc, je vous ai parlé d'Alix Heiniger, qui a dit que expliquer ce qu'on fait et pourquoi, informer, rassurer et obtenir l'accord implicite du patient, ça permet de procéder justement à ce genre d'examen. S'excuser, exprimer ce qu'on fait et dire que c'est une intrusion, que c'est déplaisant mais qu'on est obligé de le faire, ça permet aussi de diminuer la gêne. Et puis elle a parlé aussi que l'utilisation de la communication non verbale avec la douceur, valoriser le contact visuel, comme on a pu voir dans la situation avec la mammographie, c'était aussi très important. Et puis tenter de comprendre le patient dans son rapport à l'intimité et à la sexualité, se mettre à la place de l'autre, distinguer les intentions du patient, déjà savoir est-ce que c'était intentionnel ou pas. Par rapport à la réaction du patient, on voit bien que c'était pas du tout intentionnel. Déjà de définir ça, ça nous permet de prendre en charge de manière plus optimale le patient. L'utilisation de distances thérapeutiques, comme la distance physique en l'occurrence par rapport au cas numéro 4, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver dans cette situation en laissant le patient quelques minutes pour un retour au calme, si je peux dire. Cécile Estival, elle a dit aussi que la parole peut être utilisée par les TRM pour diminuer le malaise. En effet, quand il y a un malaise, le fait de ne rien dire et d'éviter le sujet, ça peut augmenter le malaise. Alors que de discuter et de voir simplement ce qui se passe et qu'il y a un malaise, madame, je vois que vous êtes mal à l'aise, je suis désolée, je suis navrée, ça permet d'atténuer en fait ce malaise de manière simultanée, c'est-à-dire et pour le technicien comme pour le patient en lui-même. Voilà. Oui. En fait, ça fait assez écho par rapport à l'autre situation du cas 2, enfin, avec les liens avec l'homme qui était homosexuel et qui faisait pas mal de remarques qui gênaient les soignants. Tout à fait. Là, dans ce cas-là, enfin, du coup, il y a eu, si j'ai bien compris la situation, il y a eu un silence de la part, en tout cas, des soignants. Et une discussion entre les deux professionnels, c'est-à-dire qu'on échange, oui. Et pas de questionnement sur l'intention justement du patient avec ses remarques. Non, parce que, comme je le dirai peut-être plus tard, mais c'est bien que je peux le dire aussi maintenant, parce que aussi, comme j'ai pu lire aussi dans les articles, quand on décèle l'intention de provocation, du moment où on a, en tant que soignant, on ressent que le patient est dans l'intention de provocation, souvent il y a une fuite ou il y a un refus qui est engendré. Alors que quand on développe et puis on comprend l'intention du patient, qui n'est, par exemple dans le cas de l'érection, qui n'était pas du tout intentionnelle, elle a pu accepter cette situation. Elle a mis la distance simplement pour le retour au calme, mais c'est en aucun cas une agression physique pour elle ou mentale par rapport à cette remarque-là. Donc, si je peux mettre en lien, on n'a pas forcément toujours les bonnes solutions. Je pense que c'était très judicieux après 1 heure de réflexion sur la situation, mais là, sur l'instant présent, au moment même, il faut aussi savoir quelles sont ses limites en tant que soignant. Et je pense que là, en l'occurrence, le technicien s'est senti dans la limite de ses capacités. Et passer le relais, c'est pas forcément fuir de manière, dans le mauvais sens du terme, mais c'est plutôt laisser la place à l'autre qui va être professionnel. Donc ça veut dire que vous pensez qu'il aurait pu ne pas être professionnel? Peut-être, je sais pas. Tout ce que je peux dire, parce que je ne l'ai pas vécu, ce serait vraiment malentendu de ma part de dire « Ah bah oui, je pense que oui ». Tout ce que je peux dire et décrire par rapport à la situation, c'est simplement qu'il a préféré, vu le malaise et aussi la proposition et le conseil de la technicienne, parce que c'est pas lui qui l'a suggéré, c'est la technicienne qui lui a dit « Si tu veux, on peut échanger ». Parce que, enfin, dans le sens quand je dis ça, c'est dans le sens où dans les soins infirmiers, on parle beaucoup d'exprimer en tout cas aux patients notre ressenti, et que je trouve dommage, peut-être même pour le TRM, d'avoir dit mais je m'excuse, mais vos remarques me mettent mal à l'aise, ou j'en sais rien, parce que ça permet aussi justement de peut-être aussi diminuer les choses, et qu'il faut
patient. Vous utilisez le mot de provocation. Alors pour moi c'est assez fort et je ne sais pas si ce monsieur provoquait. Il était aussi angoissé et c'est une manière de gérer l'angoisse parce que c'est très anxiogène aussi, quoi qu'il ait vécu comme expérience par rapport à ces soins-là. Enfin, dans le sens où je peux imaginer que vous avez extrêmement peu de temps dans les soins de ce type-là, mais parfois je vais dire, c'est aussi un peu notre rôle en tant que professionnel. J'ai l'impression quand même s'il y a une porte qui s'ouvre sur la communication, pourquoi la refermer? Comme vous l'indiquez bien, je trouve ça très intéressant, mais en termes de temps, simplement, c'est malheureux, mais en termes de temps, et peut-être aussi de malaise par rapport Là, c'est vrai que c'est pas axé très patient, hein, c'est axé très prise en charge professionnelle plutôt. Mais en l'occurrence, le technicien lui-même n'était pas à l'aise dans tous les cas. Mais alors ça, oui, je vois bien. En disant il faut que tout le monde soit à l'aise, au contraire. Je ne sais pas comment le patient a aussi vécu, parce que effectivement, certainement c'est pas une fuite, j'en sais rien, mais on ne sait pas comment le patient l'a vécu. Oui, d'accord, on fait un métier qui est difficile parce qu'on doit beaucoup prendre sur nous, ça j'ai bien conscience des choses, mais pour moi il y a aussi le patient qui est au centre, et puis des fois on peut avoir nos propres limites, mais des fois désexprimer. Les cas de monstres pervers ou provocateurs qui voudraient absolument nous faire du mal, je ne sais pas s'ils sont autant présents que ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est ça que je trouve un peu dommage peut-être. Mais je comprends bien et merci pour vos remarques, mais après c'est vrai que c'est difficile de parler pour l'autre par rapport à une situation qu'on n'a pas vécue soi, et je pense qu'il n'y a pas de bonne réaction. En l'occurrence, là, c'est juste un descriptif. Voilà comment ça s'est passé. Après, on aurait pu toujours faire mieux. Après, du recul, de la réflexion et de l'analyse sur une situation, on peut toujours voir mieux. En l'occurrence, là, vous avez raison. Vous avez bien réfléchi par rapport à la situation, mais c'est pas ce qui s'est passé dans la réalité. Voilà. Oui. J'avais une remarque par rapport à s'excuser. Ça me trouble un peu. Ouais. Parce que s'excuser voudrait dire qu'on est conscient. Qu'on est conscient qu'on fait un geste mauvais ou mal pris, alors que c'est pas le cas. Finalement, on fait juste notre travail et que c'est une condition sine qua non de, pour faire une mammographie, il faut se déshabiller. On peut très bien dire que... Je m'excuse. S'excuser de la gêne occasionnée. En aucun cas s'excuser du geste qu'on va produire, parce que ça c'est notre métier. Voilà, de la gêne occasionnée. Parce que s'il y a de la nudité, parce qu'aussi il y a l'intrusion sur le corps, s'excuser de faire un lavement, c'est pas je m'excuse mais c'est mon travail. Voilà, c'est juste de la gêne occasionnée par le lavement. Vous voyez la différence? Voilà. C'est bon? Ok. Je m'excuse, j'essaie d'aller un peu plus vite. Alors, le cas numéro 5. Un patient de 80 ans remonté en chambre par une technicienne de 35 ans après une radio. Ce qui s'est passé, c'est que le patient a été hospitalisé. Il est descendu par un transporteur et ensuite il a effectué sa radio. La technicienne elle-même, durant la procédure, était un peu mal à l'aise. Il y a eu un sentiment un petit peu de sa part, en tout cas de drague. Elle s'est sentie un peu dévisagée, elle lui disait régulièrement qu'elle était très belle, etc. durant la procédure. Et je sais pourquoi vous rigolez. Et puis, après la radio du thorax, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle appelle le transporteur qui n'était pas disponible. Ensuite, elle appelle les infirmières de l'étage qui étaient débordées. Donc, elle s'est dit, je vais vite le remonter moi. Donc, elle l'a remonté en chambre elle-même. Et au moment du départ, quand elle voulait quitter le patient, à ce moment-là, le patient l'a beaucoup remercié. Ah, merci beaucoup, vous êtes adorable, vous êtes à croquer. Et à ce moment-là, elle commençait à lui caresser le bras. Et pour finir par lui croquer réellement le bras. Donc à ce moment-là, la réaction de la technicienne, c'est pas juste ou faux, justement, c'est juste une description. Elle ne savait pas quoi faire. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, pas de souci, puis elle est partie, parce que c'était le moment du départ. À ce moment-là, elle a pris un peu la fuite, elle est descendue dans le secteur de la radiologie pour se désinfecter le bras et puis se laver le bras, puis elle a discuté avec ses collègues de la situation qu'elle avait vécue. Voilà pour la situation rapide que je vous ai décrit. Le cas numéro 6, c'est un patient... Alors ça, c'est la situation que j'aime le moins vous présenter. En fait, là, une patiente de 84 ans en déambulateur et un TRM de 44 ans. Ce qui s'est passé, c'est que pour une radio du thorax, la patiente a été mise dans la cabine
on l'a aidée parce qu'elle avait de la peine à se dévêtir, on lui a mis une petite blouse. À ce moment-là, il y a la salle de radio, il faut savoir que c'est des endroits qui sont des fois un peu étroits avec tout le matériel qu'il y a. Et il n'y avait pas la possibilité qu'elle arrive avec son déambulateur. Donc le technicien lui a proposé juste de lui tenir les mains pour faire quelques pas ensemble, jusqu'à l'asseoir sur on a un marchepied qu'on peut remonter pour faire sa radio du thorax assise. Donc après ces quelques pas, déjà le technicien lui-même il était un petit peu gêné parce que elle lui disait « Oh mais qu'est-ce que vous êtes bel homme, j'ai beaucoup de chance d'avoir un homme comme vous pour me prendre en charge, dis donc », un genre de propos là. Et quand le technicien l'a positionnée de sorte à qu'elle s'assoie. Donc lui était debout face à elle assise. Et à ce moment-là, il y a eu une réaction où la femme, enfin la patiente a dit bah, il ne manquerait plus que je vous fasse une petite fellation. Et donc le technicien un petit peu choqué parce qu'il ne s'attendait pas du tout ça, on est un peu stéréotypé, mais en vue de l'âge aussi, enfin de la patiente, il a un petit peu réagi en reculant quelques mètres et en disant ah, vous savez, moi, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi à la maison, en montrant son alliance, en disant un petit peu comme ça. Il a fini par la positionner rapidement au niveau des épaules, il est parti vite derrière le pupitre de commande, faire sa radio pour ensuite la libérer rapidement pour qu'elle puisse repartir à la fin de son examen. Donc pour vous montrer qu'il n'y a pas des solutions, juste pour vous dire que je vous décris vraiment ce qui s'est passé dans la réalité. Après réflexion, on peut toujours essayer de faire mieux et puis on pense à ah ben ça on aurait pu le dire comme ça, on pourrait dire que les propos ils sont gênants et exprimer les émotions, ça je trouve ça hyper important, mais sur le qui-vive, sur le moment, c'est comme ça que ça s'est passé. Je veux juste préciser, mon intervention n'était pas du tout dans un but de jugement. Oui, j'ai bien compris. Mais je trouve que c'était très intéressant et après justement de les voir et de se dire bah, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, c'est ça qui est formateur à quelque part. Mais même encore de comprendre, enfin je veux dire, moi je vois de la fuite dans quelque chose, c'est aussi une réaction à de l'angoisse, à une agression, et c'est quelque chose qui est aussi dans le sens qui a sa place pour moi. Dans le sens où bien sûr qu'en tant que soignant on peut avoir une position d'abuseur ou d'agresseur pour le corps, mais il y a aussi des moments comme ce cas-là par exemple, pourrait être un cas où on est plutôt victime d'un patient qui agresse aussi. C'est des choses que malheureusement qu'on vit, et puis que de prendre ce temps pour soi, je pense que c'est aussi important, et puis de le renvoyer aussi d'une manière correcte aussi aux patients. Tout à fait. Ils doivent aussi assumer aussi. Donc, je vous ai fini cette situation. Hein. Ouais, il a décliné. Voilà. Donc là, j'ai mis en lien en fait les trois situations. Le cas numéro 2 qui était l'IRM prostatique avec l'échange de TRM homme par TRM femme. Le cas numéro 4 qui était l'angiographie cardiaque avec l'érection. Le TRM a laissé le patient. Et la radio du thorax, le TRM est parti après avoir été mordu par le patient. Pourquoi? Parce que j'ai mis l'intitulé « Le TRM est mal à l'aise et instaure une distance thérapeutique ». Donc là, je vais vous parler justement des réactions que... je perds mes mots, que Alix Heiniger a décrit. Elle décrit justement la distance thérapeutique qui est un éloignement social entre soignant et soigné. Elle peut être de l'ordre du physique ou d'un point de vue affectif. L'éloignement physique permet de maintenir la relation dans le cadre de soins et d'éviter un des sentiments hors de celui-ci. On peut retrouver ça en fait dans les situations que là j'ai mis en relation, donc le K2, le K4 et le K5, par rapport pour rester dans le cadre des soins. L'éloignement physique a permis justement aux techniciens de garder justement le professionnalisme, si je peux dire. Et puis, c'est souvent utilisé pour réagir aux demandes ou aux avances d'un patient, c'est ce qu'elle a ressorti. La tenue professionnelle permet également d'indiquer le rôle du soignant. C'est important, on est tous sur le même piédestal, c'est pour ça aussi qu'on n'est pas habillé comme on peut être habillé en ville ou ce genre de choses. Et puis, la distance thérapeutique par le contrôle des émotions du soignant, par exemple, voir le patient comme asexué. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup retrouvé en radiologie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rare d'entendre en radiologie, quand il y a deux techniciens qui parlent entre eux, il y a une cheville qui t'attend dans la salle d'attente. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en considération la personne en elle-même, ça veut simplement dire qu'on se focalise simplement sur le soin à prodiguer pour éviter justement
pour se concentrer sur ce qu'on fait. Voilà. Donc j'ai mis à part la situation du cassis, qui était le refus. Donc l'attention. Le technicien, il a refusé en détournant l'attention par l'humour et la distance physique aussi. Donc là aussi, Alix Heiniger a répertorié cette réaction, puis elle a dit le fait d'utiliser l'humour, ça permet de cacher un malaise et dédramatiser la situation autour de la sexualité. Et puis, quand on détermine l'intention de provocation d'un patient, quand nous, on a l'impression que, c'est pas forcément la réalité, mais quand on a l'impression que le patient est dans l'intention de provocation, souvent c'est un refus. Il y a après comme réaction. Voilà. Donc le cas numéro 7, un patient de 60 ans et un TRM de 55 ans, de nouveau une IRM prostatique avec le toucher rectal et la pose d'une antenne endorectale. Comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 fois une situation avec l'IRM prostatique pour montrer aussi que c'est quelque chose qui est peut-être difficile à accepter en tant que patient aussi. On a beaucoup de fortes réactions. Et puis le problème rencontré, c'était une demande spéciale du patient. Je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le technicien a pris en charge, il lui a expliqué de nouveau l'introduction de la sonde. À ce moment-là, le patient a dit « c'est vous qui allez m'introduire la sonde ?» Donc le technicien a dit « oui, ce sera moi. » Il dit « ah bah, j'aimerais vraiment que vous vérifiez l'état de mon anus. » Donc le technicien a dit « oui, bah, mais pour quelle raison ?» Et il a dit « bah voilà, j'ai rasé mon anus hier et j'aimerais voir l'état parce que j'ai l'impression qu'il est tout boursouflé. » Donc le technicien était un peu choqué juste de la demande un peu farfelue du patient, mais il a dit bon, ça ne le gênait pas lui-même en fin de compte. Donc il a dit bah, si vous voulez, lors de l'introduction de la sonde, je vous décrirai ce que je vois. Donc voilà, et lors de l'introduction de la sonde, le patient lui a rappelé, s'il vous plaît, rappelez, j'aimerais vous vérifier. Il lui a décrit et puis la situation s'est terminée ainsi, c'est-à-dire que le technicien en soi, quand je lui ai demandé aussi son ressenti par rapport à cette situation-là, il m'a dit simplement, bah, moi j'étais un petit peu étonnée de la demande, mais c'est pas quelque chose qui me générait des émotions trop profondes ou difficiles à accepter. J'ai pu accéder à sa demande parce que ça me provoquait rien du tout. J'étais peut-être contente de raconter cette petite anecdote à mes collègues, mais en aucun cas ça m'a perturbée moi dans mes sentiments profonds. Voilà. Et puis le cas numéro 8, donc ce sera le dernier cas, juste vous expliquer, c'est une situation qui s'est passée en radiothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en radiothérapie, il y a souvent 2 cabines. Et quand le traitement de l'un est terminé, on va directement chercher le patient suivant. Le patient est raccompagné à sa cabine et ensuite on va chercher le patient suivant dans la cabine suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pour 2 IRM pour 2 traitements de la prostate. Et ces 2 patients-là, bizarrement, on avait demandé de ne pas porter de blouse. Parce que de la salle d'examen, la salle de traitement à la cabine, il y avait quelques mètres. Et ils se sont dit, les deux, on ne voit pas pourquoi on devrait porter une blouse pour l'enlever en fait dans quelques mètres. Donc il y avait une demande de ces 2 patients. Ces 2 patients aussi, en radiothérapie, les patients peuvent se connaître parce qu'ils se voient régulièrement dans la salle d'attente, ils se croisent, ils apprennent aussi un petit peu à se connaître. Et dans cette situation-là, le patient numéro 1 avait fini son examen quand le patient numéro 2 était déjà prêt en cabine. Et il a entendu que le traitement était fini pour l'un, alors il est sorti de sa cabine, chose qui se fait jamais. Donc les 2 patients se sont croisés entièrement nus et se sont salués, salut Michel, voilà. Sauf que là, ce qui est très paradoxal, c'est pour ça que j'ai choisi cette situation-là, c'est que les patients, ils étaient hyper à l'aise, complètement nus, et c'est les techniciens qui ne savaient plus où se mettre. Parce que c'est quelque chose qui se fait jamais. C'est hyper protocolé, la blouse, on quitte, on ramène le patient, on va chercher l'autre patient. Donc là, il y a eu une situation de malaise, bizarrement, pas des patients, mais des techniciens eux-mêmes. Voilà. Donc, j'ai mis en relation le cas 7 et le cas 8 ensemble, dans autre réaction, parce que on voit que dans le premier, c'est s'adapter au désir du patient, quelque chose que Alix Heiniger aussi décrit. Et puis par rapport au cas 8, j'ai gardé textuellement ce que Alix Heiniger a dit,
parce que je trouvais que ça collait parfaitement à la situation numéro 8, qui est la sexualité ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital. Au contraire, dans ce milieu particulier, lieu de soins mais aussi de souffrance, le corps est au centre de l'attention. On l'examine, on l'expose, on le manipule. Quotidiennement, les soignants entrent dans la sphère intime du patient. L'intimité des soignants eux-mêmes est aussi violée lorsqu'ils doivent assister à cette exposition de l'intimité. Et je trouvais que c'était vraiment... ça prenait vraiment du sens par rapport à la situation que je vous ai décrite, au fait que les soignants eux-mêmes étaient gênés. Et puis en fait, celle-là, c'était les patients qui étaient à l'aise. Donc voilà. Le point commun entre ces trois situations-là, je vais essayer d'accélérer, je suis désolée. Le point commun entre ces trois situations, entre toutes ces situations que je vous ai présentées, c'est la communication. Ce qu'on peut retrouver aussi en pratique, on voit que le partage et le débriefing, ça permet d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses expériences, de donner ses différents points de vue. Ça permet aussi le contact, les conseils et les critiques, si c'est donné avec tact, parce que c'est pas facile de recevoir de son collègue une critique, mais si c'est constructif et c'est sous forme de conseils, c'est beaucoup plus facile et agréable et ça peut réellement apporter quelque chose dans la prise en charge d'un patient. Et puis le colloque pour décider d'une attitude commune, quand il y a plusieurs soignants qui ont des difficultés ou une question sur le même sujet, ça permet de trouver une solution ensemble. Malheureusement, ce troisième point, comme je vous ai dit, dans la pratique est peu retrouvé chez les TRM et je pense qu'on a tout à apprendre du secteur infirmier pour ce point-là. Voilà. Et puis, la formation, donc vous parlez un petit peu de la formation théorique et pratique. Donc, qu'est-ce que la formation peut apporter dans ce genre de situation-là? Dans cette étude, Alix Heiniger, elle dit « Se préparer à une situation potentielle est utile pour ne pas se laisser surprendre ou bloquer par ses émotions et élaborer une réaction basée sur une réflexion. » Comme je vous ai décrit toutes ces situations-là, là, ces 8 situations, on voit qu'on peut être des fois débordé par ce genre de situation-là. Ce genre d'événement, on s'y attend pas souvent. Et puis, les préparations, comme par exemple avec les patients simulés, ce genre de choses qu'on peut retrouver aussi ici même à ESAF dans la formation, ça peut aider aussi à la préparation, si je peux dire. La formation théorique sous forme de jeu de rôle pour se préparer à la confrontation à l'intimité, réfléchir à plusieurs, partager différents points de vue, c'est aussi quelque chose qu'elle a dit, que je trouve que ça peut être pertinent aussi ici même à ESAF. Et puis l'expérience pratique permet de reconnaître à leur caractère les patients qui risquent de nous mettre dans une situation difficile et s'y préparer avant que la situation se présente. C'est vrai que par expérience, à force on voit qu'on a une certaine notion et on voit aussi comment on arrive à cerner quelque part le patient. Parce qu'on a été confronté plusieurs fois à des scénarios différents qui fait que maintenant, ça nous fait-il cette réaction-là, ça veut dire peut-être quelque chose d'autre. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de cette expérience pratique, je voulais vous parler de quelque chose de très important qui est Laurence Sefergelli. Donc c'est une professeure de la filière TRM à Genève qui, lors du congrès suisse en radiologie à Bâle en 2015, elle a fait une présentation qui s'intitule « Comment penser le lien entre technique et le relationnel dans le métier du TRM ». En fait, cette étude, elle était basée sur une enquête ethnographique sur le terrain avec des recueils de vidéos de situations de travail, des témoignages, c'était quelque chose de très poussé. Et puis, elle a réussi à mettre en lumière les compétences sociales et relationnelles de la prise en charge d'un patient par un TRM qui est bien distincte de celle des autres métiers dans les soins, et d'autres professionnels de la santé. En fait, ce qu'elle a arrivé à décrire, si je peux essayer de vous le résumer, c'est que les TRM, ils ont développé la capacité de cerner le patient qu'ils vont prendre en charge très rapidement en fait. Vu qu'ils ont très peu de temps pour la prise en charge, eh ben, ils ont cette capacité qui est faite sur le terrain justement par l'expérience pratique à cerner rapidement le patient. Donc là, je vous ai juste mis un exemple. Donc par rapport à ça, donc là, exemple pour une prise en charge pour une radio du thorax, vous voyez un TRM qui s'appelle Gabrielle, qui est une femme. Bonjour Gabrielle, je vais m'occuper de vous. On va faire des radios des poumons. En fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 secondes où elle va prendre en charge le patient? Il y a la courtoisie, le respect des règles de socialité élémentaires, mais pas seulement ça en fait. Elle va observer les réactions du patient, c'est-à-dire est-ce qu'il est coopérant, est-ce qu'il parle français,
vérifier la disposition du patient à coopérer et son niveau de compréhension, dire quelque chose sur soi pour établir une égalité dans la relation. Et l'intention principale, au final, c'est de créer un échange pour établir un lien de coopération. Donc je trouvais très beau ce qu'elle a pu montrer, parce que même les techniciens eux-mêmes n'ont pas cette notion. Ils ne connaissent même pas leur valeur d'un point de vue prise en charge relationnelle. C'est quelque chose qu'elle a pu décrire que j'ai trouvé vraiment bien de sa part. Là, de nouveau, la définition, c'est juste pour vous faire ressortir les performances techniques et relations humaines qu'on a dans notre métier. Et par rapport à la formation, donc on a ici même à ESAV, dans le cadre du bachelor, 96 semaines de formation théorique et pratique réparties sur 3 ans, donc 48 semaines de formation théorique. Et dans ces 48 semaines, on a 4 semaines de sciences humaines et sociales, plus 2 semaines intégrées dans les divers modules en lien avec les 3 champs de compétences, c'est-à-dire tout ce qui est procédure clinique, etc. Donc on peut se poser la question, c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit par rapport à ma filière, mais on peut se poser la question si cette notion de sciences humaines et sociales est suffisante au sein de la filière. Et on peut aussi se poser la question par rapport à la formation continue. Je pense que ça peut être un chemin qui peut être très important par rapport au fait que si on arrive à établir une formation continue par rapport aux sciences humaines et sociales, je pense qu'on aurait à y gagner dans les compétences du TRM qui sont peut-être assez restreintes par rapport au fait aussi qu'il y a 3 ans, il y a aussi beaucoup de techniques à apprendre au sein de ces 3 ans. Donc c'était juste une réflexion. Et puis, je finirai par mes 3 questionnements que je me suis posés. Quel comportement adopter ? Donc on a vu dans les différents cas témoignés et les articles, les différentes réactions que peuvent avoir les TRM face à l'intimité, la sexualité du patient, comme la communication avec le patient, la communication entre soignants, l'empathie, s'adapter, protéger l'intimité, par exemple couvrir les parties intimes, ignorer la distance thérapeutique, la distance physique également, et le refus. Et puis, se préparer à ce genre de situation par la formation théorique et l'expérience pratique, c'est un moyen pour essayer d'adopter des comportements en adéquation. Par rapport à ça, je pense que quel comportement adopter, je pense que vraiment la formation théorique et l'expérience pratique sont un bon équilibre pour connaître au bout d'un moment quel comportement adopter dans ce genre de situation. Et puis, à quoi faut-il être attentif ? Donc, Cécile Estival a dit « Le peu, voire l'absence de discussion portant sur le corps et la pudeur n'est-il pas justement une marque de pudeur ?» En effet, si je comprends bien cette citation, le fait de ne pas parler, justement, quand on voit un patient qui est gêné, la pire des choses qu'on peut faire, ce que je pense, à mon sens, c'est d'ignorer cette pudeur. Le fait de faire comme si de rien n'était, alors que le patient est super gêné, ça montre en fait le désintérêt qu'on a par rapport à cette notion. Et le fait d'en parler clairement et dire bah voilà madame, je vois que vous êtes gênée, je comprends pourquoi vous êtes gênée, je vais essayer de faire en sorte que vous le soyez moins, ou qu'est-ce que je peux faire moi en tant que soignant pour que vous le soyez moins, ça permet justement de casser un petit peu cette pudeur un peu omniprésente. Après, Alice Heiniger, en 2014, elle a dit « Face à l'intimité et la sexualité, certains soignants sont gênés, voire choqués ou apeurés, peut-être parce que l'exposition de l'intimité de l'autre viole l'intimité du soignant lui-même. » On a pu voir dans les situations présentées qu'il y avait aussi une gêne du soignant. Et puis, cette gêne, c'est important aussi de connaître ses limites, de connaître aussi ses propres émotions. Qu'est-ce qui nous véhicule aussi ce patient? On est tous des êtres humains avant d'être des soignants. Et puis, on a aussi notre propre bagage, on a notre propre notion de ce qui est de l'intime, le patient lui-même, et des fois, ça ne concorde pas forcément. Donc, savoir aussi se connaître soi-même pour pouvoir prendre en charge un patient, je pense que c'est ce qui est très important aussi. Et je crois que ça, c'est dans toutes les filières. Être attentif à ses propres émotions en tant que soignant face à une situation, ça permet d'avoir une prise en charge adéquate. C'est ce que j'ai voulu vous expliquer maintenant. Et puis, comment s'y préparer? Je finirai par ça. Ok. La formation théorique, ça apporte des notions comme la gestion des émotions, l'empathie, les modèles de communication, des jeux de rôle, la réflexion sur la thématique. Je pense que c'est un bon et solide, une solide base sur laquelle on peut s'appuyer avec ces notions théoriques
qui sont de manière plus générique, on peut transposer ça dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle, et puis pour autant qu'on peut le transposer en fait dans la pratique aussi. Se préparer à être confronté à l'intimité ou à la sexualité du patient, ça permet de ne pas se laisser surprendre ou bloquer par ses émotions, ça permet d'élaborer une réaction fondée sur une réflexion. Comme madame, vous l'avez fait tout à l'heure, j'ai trouvé ça très bien. De réfléchir en fait ensemble à qu'est-ce que c'est la sexualité et l'intimité du patient, comme on fait aujourd'hui en fait par rapport à cette thématique, ça permet de sensibiliser en fait à la pratique. Et je trouve que c'est un bon tremplin pour mettre théorie et pratique ensemble. Et puis, quoi de mieux que d'apprendre par l'expérience pratique, par aussi l'apprentissage par erreur. Aussi, quand on fait et on charge un patient et qu'on voit que la situation était très gênante, on en tire aussi des leçons. On se dit que la prochaine fois, on pourra faire différemment et que la prochaine fois, on pourra peut-être justement adapter des techniques théoriques qu'on a vues ou bien un collègue qui nous a transmis quelque chose qui nous a fait tilt et on se dira bah tiens, ça c'est quelque chose que je pourrais utiliser pour la prochaine fois. Donc je pense qu'on a la notion de base de la théorie, on a la sensibilisation comme on fait aujourd'hui, mais l'expérience pratique ça permet de développer en fait et d'étoffer tout ça. Voilà, je crois que j'arrête de vous embêter.